Alors ma maladie a démarré en janvier 2022, donc un matin où je me suis levée avec des symptômes que je ne connaissais pas du tout, des vertiges exacerbés, des nausées, un épuisement écrasant. Alors ma maladie a démarré graduellement, très lentement au début. Donc en 2019, j'ai eu des douleurs musculaires diffuses et une fatigue inhabituelle. En 2020, j'ai eu une infection intestinale qui a mis un certain temps à être diagnostiquée et traitée. Et malheureusement, ça n'a pas solutionné mes problèmes de douleur et de fatigue. Et alors en 2021, je me suis vraiment effondrée en 2 phases. Donc en octobre, j'ai eu des douleurs permanentes, vraiment une très grosse fatigue. Voilà, tout devenait vraiment très difficile. Et en novembre, alors un gros mois plus tard, je me suis sureffondrée et j'ai déclaré vraiment tous les symptômes habituels de la maladie. Donc douleurs musculaires articulaires, sommeil non réparateur, vertige, acouphènes, très grosse sensibilité au bruit. Donc mes symptômes principaux, c'est l'épuisement, qui est vraiment écrasant et handicapant, et le malaise post-effort, qui fait que dès que je fais un effort, même minime, comme me brosser les dents, me coiffer les cheveux, après je me sens vraiment très très mal physiquement. Sinon j'ai aussi des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des troubles cognitifs, du mal à respirer quand je suis vraiment pas bien, des nausées, des maux de tête, j'ai toujours froid également. L'encéphalomyalgie, quels sont les critères diagnostiques cliniques qu'on reconnaît habituellement? Donc, comment on peut reconnaître les symptômes distinctifs? Donc, on parle ici de fonctions altérées associées à une fatigue persistante de plus de 6 mois chez l'adulte. OK? On va parler du malaise post-effort qui est le symptôme cardinal de la maladie. Donc, c'est moindrement un effort physique ou même cognitif, ou même dans certains cas émotionnel, va entraîner une aggravation des symptômes qui vont perdurer dans le temps pendant quelques heures à quelques jours. Donc, le malaise post-effort, ou PEM en anglais pour Post-Exertional Malaise, est vraiment un des symptômes importants. Pour le patient pourrait vous dire qu'il va cracher suite à un effort physique. Ça peut être de prendre sa douche, ça peut être d'aller faire ses courses, même à quelques pas de la maison, et d'être incapable de revenir par soi-même. Je suis très handicapée dans la vie quotidienne, je suis dépendante pour beaucoup de choses. Je ne sais plus faire les courses, faire la lessive, faire la vaisselle, laver l'appartement, mais aussi certains jours laver mes cheveux. Je suis souvent tellement épuisée que je n'arrive pas à sortir de mon lit. D'ailleurs, des études prouvent que la qualité de vie des malades de M est plus basse que celle des malades de la sclérose en plaques, du cancer ou de l'AVC. Eh bien, l'état sévère, c'est vraiment un état où on arrête de fonctionner, en fait, où même parler, c'est impossible, où on est dans un état un peu, moi j'ai l'impression d'être dans un état parfois d'un insecte qui est dans un cocon et qui ne peut faire qu'attendre, parce que on sait que se reposer, c'est même pas vraiment du repos, mais qu'en tout cas on est incapable de fonctionner dans ces périodes-là, on est vraiment réduit au strict minimum et on se concentre uniquement sur des activités de survie, réussir à manger un peu, vraiment les besoins vitaux, quoi. On est vraiment dans un fonctionnement à minima, alors qu'en état modéré, on peut quand même encore un peu, par exemple des discussions, on peut quand même encore un peu participer à la vie, un peu à la vie quotidienne, disons. Oui, il y a une prédisposition génétique, mais la grande majorité des cas qu'on retrouve aujourd'hui sont des cas qui relèvent davantage de l'épigénétique, c'est-à-dire que les gens étaient, somme toute, en bonne santé une grande partie de leur vie. Et souvent, suite à la rencontre d'une infection, que ce soit une mononucléose, une vilaine grippe ou des virus un peu plus exotiques, ces facteurs environnementaux-là vont déclencher une réponse qui vont nous amener des altérations épigénétiques qui vont amener au développement de la maladie et sa progression dans bien des cas. Il vient avec ça son lot aussi de d'autres comorbidités, donc
c'est rare qu'on va avoir quelqu'un qui, en vieillissant, va avoir l'encéphalomyélite myalgique, mais qui n'aura pas, par exemple, de l'arthrose, l'arthrite rhumatoïde, un cancer. Donc, il peut arriver toutes sortes d'autres maladies qui vont aussi ajouter, dans certains cas, aux symptômes ou vont masquer aussi certains biomarqueurs. Donc, il faut bien comprendre que ces comorbidités-là vont, la plupart du temps, vont accentuer certains des symptômes. Alors très clairement, oui, comme obstacle, il y a vraiment cette errance médicale avant d'être diagnostiqué, donc personne ne sait ce qu'on a. Dans mon cas, on m'a tout de suite dit que c'était très certainement un burn-out parce que j'étais une maman de 2 jeunes enfants qui travaillaient. Donc c'était un peu le diagnostic classique. Les médecins ont tendance à classer cette pathologie d'une manière psychosomatique. Et donc ça, c'est un des plus grands obstacles qui est compliqué, c'est la reconnaissance. Essayer d'obtenir cette reconnaissance de on est bel et bien malade, c'est bel et bien une pathologie neuro-immunitaire qui est là. C'est dans la tête, quoi. C'est une petite dépression, allez, hop, secouez-vous et ça va aller, quoi. Donc, mon médecin traitant m'a envoyé à Montgodine, parce qu'à Montgodine, à cette époque-là, existait un centre de référence pour le syndrome de fatigue chronique. Et c'est là qu'en 2011, on m'a diagnostiqué, donc c'est un diagnostic qui s'est fait par exclusion, on m'a diagnostiqué donc un SFC. Un des enjeux que vous allez retrouver, c'est le patient expert parce qu'au final, les gens deviennent des experts de leur maladie. Donc, je vous inviterai à accueillir cette rencontre-là avec une possibilité de bénéficier d'informations dans ce que vos patients peuvent vous décrire au niveau de leurs symptômes. Et je sais pertinemment, même si je ne suis pas clinicien moi-même, que cette rencontre-là, elle est des fois très difficile pour le clinicien, puisqu'il y a tant à dire du côté du patient et il y a tellement peu de temps en cabinet disponible pour comprendre cette maladie complexe. Donc, voyez ce challenge, ce défi, comme une opportunité de mieux comprendre la maladie, ce que peut nous apporter le patient en tant que partenaire. Depuis que je suis tombée malade, les rapports avec les médecins sont vraiment très compliqués. Soit ils minimisent ce que je vis, ils se rendent absolument pas compte de l'impact que ça a sur ma vie quotidienne. Ils pensent juste que je suis un peu fatiguée, mais ils se rendent pas compte que je suis tellement épuisée que je sais quasiment rien faire. Soit ils mettent ça sur le compte du psychosomatique. Ils me disent que c'est dans ma tête et ils me disent d'aller chez le psy et de faire du sport parce que vu que je ne sais quasiment pas bouger, je suis extrêmement déconditionnée. Donc on me conseille de faire de la réadaptation à l'effort. Donc c'est très dur de trouver des médecins qui sont à l'écoute. Généralement, après 1 ou 2 rendez-vous, ils font quelques tests, mais des tests vraiment très classiques, ils ne cherchent pas très loin. Et après 2-3 rendez-vous, ils me renvoient chez moi et je me retrouve sans prise en charge. Durant l'errance médicale, on m'a donné plusieurs traitements, on m'a conseillé plusieurs traitements, dont notamment un antidépresseur qui n'a pas du tout fonctionné, ce qui finalement est logique vu que c'était pas une dépression. On m'a aussi donné des antidouleurs comme du tramadol, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Donc vraiment, ces douleurs elles ne répondent pas au traitement classique. Et c'est vraiment grâce au traitement de l'interniste qu'il y a eu un effet bénéfique. Je réagissais très mal à tous les traitements qu'il m'a proposés et ensuite il m'a enfin proposé la Abilify 1 mg qui lui m'a apporté un bénéfice, je vais dire, par rapport au brouillard cérébral, donc tout ce qui est troubles cognitifs, perte de mémoire, manque de concentration, etc. Donc le brouillard cérébral est assez diminué. Il n'a pas disparu totalement, mais j'ai un mieux par rapport à ça. Mais rien au niveau de la fatigue, au niveau de l'épuisement, des autres symptômes. Tout est toujours là et les malaises post-effort sont toujours présents quand je dépasse mon seuil énergétique. J'ai essayé beaucoup de choses depuis que je suis malade, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné, mais une des choses qui m'a un peu soulagée quand j'étais en état sévère et que j'avais beaucoup de difficultés à respirer, c'est un concentrateur d'oxygène. Malheureusement, comme je rentrais pas dans les bonnes cases, c'est un traitement qui n'était pas du tout pris en charge. Et d'autres médecins m'ont conseillé la réadaptation à l'effort, ce que j'ai fait.
Mais malheureusement, c'est complètement contre-indiqué avec le M et ça a aggravé mon état. Donc ce qui m'aide dans ma vie tous les jours, c'est le pacing. Donc du coup, faire attention à ne pas enchaîner plusieurs activités, se reposer entre les activités. C'est vraiment primordial en fait pour éviter les malaises post-effort qui posent beaucoup de problèmes vu qu'ils aggravent tous les symptômes. Donc c'est vraiment un outil de tous les jours. Le plus compliqué, c'est mon sport. J'étais quelqu'un de très sportif. Donc voilà, c'est encore difficile pour moi d'en parler. Voilà, donc je pratiquais de la course à pied, je pratiquais des longues randonnées. Donc le dimanche, j'allais souvent randonner entre 10 et 20 km. Donc tout ça, évidemment, a été balayé d'un revers de la main du jour au lendemain. Alors, ce qui me manque beaucoup, c'est que les boulots, j'ai toujours eu de très très chouettes boulots avec des aspects militants qui me plaisaient énormément, avec toujours un côté engagement pour des projets de société. Et donc, c'était toujours des boulots où j'avais presque l'impression que je les aurais fait aussi à titre de loisir presque. Donc, le boulot et l'engagement militant. Et alors, évidemment, j'ai une fille qui a 15 ans et de ne pas être la maman. Alors, il y a moyen d'être autrement, évidemment, mais de ne pas être la maman en termes d'activité que j'aurais souhaité être. Avant de tomber malade, je voyageais beaucoup et je travaillais à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, puisqu'aujourd'hui, je suis dépendante d'une chaise roulante. Puis de toute façon, je suis généralement trop mal pour sortir, mais les jours où je suis assez bien, je suis bloquée dans une chaise. Et ça, c'est impossible de voyager pour le moment dans cet état. Déjà, sortir de chez moi, c'est un bon jour. Donc j'ai dû surtout renoncer à mon métier que j'aimais beaucoup, que je suis totalement incapable d'exercer pour l'instant car donc j'étais juriste et il faut beaucoup de concentration, une certaine résistance au stress avec tous les délais. Et voilà, tant les problèmes de concentration que de mémoire sont vraiment un gros obstacle. Et aussi j'ai toujours beaucoup de mal à conduire, donc voilà, je ne sais même pas me rendre sur un lieu de travail et être efficace juste après. Je n'ai jamais obtenu d'aide tierce, donc aide à la tierce personne de la mutuelle. J'ai déjà fait 2 fois la demande, c'est jamais passé. Au niveau de la reconnaissance du handicap, ça a été assez difficile. La première fois, on me l'a refusé en me disant on ne peut pas vous aider, rentrez chez vous, soignez votre dépression. Alors qu'à nouveau, c'est pas une maladie psychologique. Puis on m'a accordé la reconnaissance de handicap, mais avec extrêmement peu de points, comparé à d'autres personnes qui ont des maladies plus visibles. C'est aussi assez compliqué d'avoir de l'aide physique, puisqu'il y a une aide qui s'appelle l'aide tierce personne, qui est octroyée aux personnes qui sont dépendantes physiquement, qui passe par l'INAMI, et ça je l'ai demandé plusieurs fois, et chaque fois on me la refuse. Trouver un traitement après autant d'années où on laisse les malades dans le flou, alors que ce n'est pas une maladie rare. Et alors aussi que les médecins puissent enfin être ouverts à cette maladie et qu'ils puissent s'y intéresser comme elle le mérite, au fait. Donc mes souhaits, ce serait surtout une meilleure connaissance de la maladie, tant par le personnel médical et autres personnels soignants, donc même les psychologues et autres, toutes les personnes qu'on peut rencontrer, parce que c'est vraiment problématique. D'une part, l'errance médicale est difficile à vivre, et d'autre part, même une fois qu'on a le diagnostic, il y a toujours cette incompréhension et toutes sortes de conseils qui ne sont pas adaptés à notre situation en fait.
Et même pour l'entourage, en fait, la société devrait être plus au courant un petit peu que cette pathologie existe, que ce n'est pas dans notre tête, qu'on a envie de faire des choses, mais que voilà, on fait au mieux avec notre maladie. Qu'on tisse aussi au niveau international plus de liens, parce qu'il y a des pays où ça avance et qu'on ne se prive pas de contacts au niveau international pour pouvoir avancer ensemble et pas travailler dans son coin. Ce que j'aimerais, c'est que déjà l'EM soit enseigné en faculté de médecine avec les données qu'on a actuellement sur la maladie et sur sa prise en charge. Et aussi que les médecins qui sont déjà diplômés, qui sont sur le terrain, se forment à cette maladie, à son diagnostic et à sa prise en charge, parce que pour le moment on a énormément d'errance médicale, ou alors on nous prescrit des réadaptations à l'effort, et tant qu'on n'a pas une prise en charge adéquate, l'état des malades s'aggrave. Donc au plus on attend, au pire l'état sera.